Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end surtout et du premier week-end de reconfinement d'ailleurs. Alors avec tout ça, bah oui, télétravail à fond, tout. Donc aujourd'hui je suis un peu corporate d'ailleurs parce que finalement c'est plus si on est à la maison pour travailler ou comme dans la vie normale, enfin bon bref. Tout ça est un peu étrange, mais ce qui ne nous a pas empêché de boire de belles choses ce week-end et à commencer, alors de belles choses. Oui mais. Alors on a commencé avec ça, là, Olivier Piton, cuvée Laïs rouge, 2015. Alors, Olivier Piton, donc c'est les côtes catalanes, hein, on est dans la vallée de la Glie, du côté de Perpignan. Et autant j'adore le Laïs blanc, et puis qui est une cuvée que je suis régulièrement depuis des années, que j'aime beaucoup. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas bu de l'aïs rouge, là j'ai eu l'occasion, et donc juste avant le confinement, je suis passé chez mon caviste, récupérer des bouteilles, puis j'avais pris comme ça une laïs rouge, et puis donc on l'a dégusté, et puis donc je comprends pourquoi j'en avais pas. Parce que on met le nez dessus et tout de suite, on a ce côté, la réduction qui vous envahit le nez avec, alors d'un côté, des épices qui virent à la banane, là à mon avis c'est plutôt la macération, voilà. Et puis sur ce fond œuf, poudre à canon, là, œuf, voire animal. Et puis ça reste quoi, même au bout de 4 heures, même le lendemain. Alors c'est mieux, c'est-à-dire qu'au bout de 4 à 6 heures, oui, ça y est, on commence à avoir un peu de pruneau, et puis des épices réglissent, mais bon, voilà. Par contre, c'est dommage, la bouche, elle est très belle. Alors c'est robuste, certes, c'est puissant, mais il y a de jolis tanins, enfin, précis, soyeux. Voilà, il y a de la droiture, presque de la profondeur. C'est un bel équilibre, même si c'est puissant, on est dans le roussillon, quoi. La finale, elle est puissante, mais pas d'alcool ressenti trop. Et par contre, aromatiquement, voilà, c'est complètement écrasé par ce côté réduction et qui est dû à la façon, dans ces gens qui sont biodés, tendance nature, je pense que c'est leur façon de faire le vin. Et moi, je trouve que ça maquille complètement les vins. Et voilà, et donc, je ne vous cache pas, j'ai été déçu. Et c'est drôle parce que le domaine des schistes, que, vous savez, un autre domaine que j'adore, qui est pas très loin, hein, qui est aussi dans la vallée de la Glie, voilà, son rouge d'assemblage, qui est l'équivalent de l'Aïs, on n'a pas ça du tout, c'est un joli rouge, voilà, et ils sont bio aussi, donc voilà, pas parce qu'on est bio qu'on est obligé de faire des vins avec des réductions pareilles. Enfin, voilà. C'était ma petite colère du week-end. Et puis à part ça, après, allez savoir pourquoi. Ça devait être mon état d'esprit, ou je ne sais pas, vous allez voir, on a bu que des clos. Quand même bizarre, non? C'est quand même un hasard assez incroyable. Et on a commencé avec un Clos-Mont-Olivet. Alors, Clos-Mont-Olivet, Châteauneuf-du-Pape, 2012. Donc, moi, un domaine que j'adore, pour moi, il est dans le top 5, voire top 3 des domaines de Châteauneuf. Pourquoi? Parce qu'il fait des vins souvent très équilibrés. Voilà, il n'est pas tombé dans le piège du too much, du je t'en mets plein la vue. Du coup, ça fait des jolis vins. Même si là, ce 2012, faut bien dire, on sent que c'est un millésime plutôt costaud, chaud, voilà. Alors on s'attaque avec un très joli nez, particulièrement marqué de la framboise, du fruit rouge, hein, plutôt pruneau au départ. Puis arrive c'est ce côté vraiment fruit rouge, framboise, fruit des bois, très agréable, très marqué, du coup qui évite évidemment que ce soit trop lourd. Les épices sont plutôt poivrées que réglissées, puis on a le fameux fond cacao, assez classique, hein, qu'on attend d'un Châteauneuf. En bouche à l'attaque, c'est droit, jolie matière, alors dense, hein, c'est sûr, joli tanin, soyeux. Il y a une certaine droiture, pour ne pas dire de la profondeur, jusque dans la finale. Bon, et là, dans la finale, par contre, on sent le millésime chaud, oui, oui. C'est un petit poème d'alcool, on le sent, ça chauffe un peu alcooleux sur le kirsch, c'est vrai. Mais ça reste tout à fait acceptable. Et puis après tout, c'est un Châteauneuf, donc je veux dire, faut pas non plus, on n'est pas là pour boire un vin du Nord, voilà, qui n'aurait jamais vu le soleil. On est à Châteauneuf et les galets quand même, hein, donc bon. Donc, donc on a ce côté un peu kirché, mais c'est très joli avec ce côté framboise, les épices, plutôt poivre, le fond cacao. Et très honnêtement, moi j'attendrais, même si ça se boit bien là, j'attendrais parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel de complexité à venir sur ce vin.
Et par exemple, je serais plus confiant que les 2007, qui à mon avis, eux, par exemple, sont vraiment puissants, alcooleux jusqu'au bout. Là, voilà, l'alcool, il se sent surtout dans la finale, ce qui va donner d'ailleurs probablement de la structure et de la tenue au vin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Enfin, de mon expérience, de ma petite expérience. Hein, voilà. Mais voilà, bon, donc un vin plutôt en confiance. Donc, joli clos Montlivet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un clos, mais cette fois un clos des Grives. Et c'est un Cros Hermitage du domaine Combier et c'est 2017. Alors, ça, moi, c'est un cru que j'adore, le Clos des Grives de Combier. Ce 2017 ne dérange pas à la règle. J'avais déjà bu, je crois que j'avais déjà dû d'ailleurs la commenter, mais j'en ai repris, pour vous dire. Parce que j'adore ce vin, il se boit déjà très bien, il se boira longtemps très bien, et c'est vraiment très 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 joli. Pour moi, le Clos des Grives en Cros Hermitage, on est plutôt sur la côte rôtie. Hein. Si on devait, voilà, on est sur une très bonne côte rôtie, une excellente côte rôtie, et selon les millésimes, je dirais même qu'on est entre une Landonne, si on a un millésime un peu structuré, puis une côte blonde, si on a un millésime un peu plus tendre, souple, ce qui est le cas de ce 2017. Mais vraiment, c'est très très joli. Très bonnet au départ sur le cassis, après on a les notes classiques de poivre. On a un petit côté violette qui apporte de la fraîcheur, le fond plutôt mocha. En bouche, c'est dense, voilà, il y a une belle matière, c'est rond, c'est ample, tanin soyeux, voire taffetas. Voilà, il y a une belle présence, quoi. Finale fraîche, tonique, avec une longue persistance derrière sur ce côté cassis. Donc plutôt poivre que réglisse. Ensuite, les petites notes de violette qui apportent un peu de fraîcheur. Et puis ce fond mocha. Voilà, c'est vraiment très joli. Bon, vous avez compris, j'aime beaucoup ce cru. Ensuite, on a bu un autre vin. Celui-là n'était pas joli, celui-là était superbe. Et c'est encore un clos. Cette fois, c'est un Gevrey-Chambertin Clos Prieur 2010 de la famille Rossignol-Trappet, donc des frères David et Nicolas, que je salue, parce que je ne pourrai pas venir vous voir dans 15 jours, vu qu'on est confiné. Donc, à mon grand regret, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ce Clos Prieur? Alors, Clos Prieur, c'est un joli premier cru hein, dans la gamme, c'est un joli premier cru en général. Ça l'est particulièrement dans la gamme de la famille Rossignol-Trappet. Et je dois dire que là, sur ce 2010, waouh. Alors, on ouvre et tout de suite, au nez, c'est très intense aromatiquement, très beau. La framboise, la groseille, belle note d'épices, alors plutôt typé girofle là en l'occurrence, hein, même s'il y a un petit peu de réglisse quand même. Enfin, de toute façon, c'est suffisamment complexe pour que tout ça se mélange. On a les petites pointes de ronces de sous-bois, un végétal, mais végétal noble là qui apporte de la fraîcheur sur un fond alors qui va aller de fumée à léger champignon, puis ça revient fumé presque un peu cacaoté par moment. Enfin, voilà, c'est très 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 joli. Ensuite en bouche. On a une bouche large à l'attaque, pleine, puis ensuite droite. Voilà, très belle structure, tonique, de bout en bout, magnifiquement enrobée de tanin taffetas soyeux, de belle concentration. C'est pas non plus un monstre, hein, c'est plutôt fin, élégant, tendu, mais avec une belle densité, une belle intensité, belle finale. Qui est donc tonique, fraîche, bien enrobée, belle empreinte, avec toute la suavité, tout le soyeux là, de ces tanins, sur une persistance, alors là par contre incroyable, 2, 3, 4, 10 secondes, une minute après avoir avalé, vous avez encore la framboise, la groseille, petite note d'épices, de clous de girofle, de réglisse, le petit fond fumé, le petit côté ronce qui reviennent là, qui se mélangent, tout ça. Waouh, très très joli vin que ce Clos Prieur. Et franchement, pour moi, on n'est pas loin du Chambertin sur ce. D'abord, je trouve généralement que Clos Prieur est le vin qui se rapproche le plus en termes hein, de structure de vin, d'esprit, du Chambertin. Et sur ce 2010, on n'est pas loin, je dirais, d'un Chambertin, peut-être d'un petit millésime. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce que ça va être le Chambertin de nos amis David et Nicolas sur 2010? Je l'ai bien en cave, je le garde encore. À mon avis, ça va être sublime. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, je vous refais ça, tiens. On a bu ça ce midi. Ça, vous la connaissez par cœur, je ne vais pas la recommenter. Hein, c'est un Dry Exa Riesling de l'ami Michel, du domaine Paul Guinglinger. Juste pour remercier, j'avais proposé la semaine dernière à ceux qui le souhaitent que je vous envoie les offres de Noël de Michel. Il vous remercie d'ailleurs, parce que je lui en ai parlé. Et donc, merci à ceux qui m'ont laissé leur mail hein, sur le YouTube. J'espère que vous avez bien reçu l'offre. Voilà, Michel en était ravi. Et moi aussi, je vous remercie. Et je vous remercie évidemment de suivre ces vidéos. Enfin, pour terminer, hop, je prends mon verre, tac,
je prends la bouteille pour vous la montrer. Ce soir, qu'est-ce qu'on va boire? Ben, j'avais envie d'un Bordeaux. Et donc, on est sorti des Clos et on est chez les Clercs. Donc, on va boire un château Clermont 2012 à Pauillac. Alors, c'est un vin dont j'ai quelques millésimes, que je suis, c'est un bien grand mot. C'est un vin que j'aime bien. C'est pas dans les crus que je préfère, hein, clairement, mais probablement que des années comme 2012, j'avais pas dû pouvoir acheter grand chose d'autre à l'époque et financièrement, parce que Bordeaux ayant des prix complètement délirants, voilà. Bon, bah, j'avais pris celui-là parce qu'il est pas si mal finalement. Et puis, bah, écoutez, j'ai bien fait. Voilà, c'est un joli vin. Alors, on a un nez très classique. Moi, j'aime bien ce côté classique hein, de ce Pauillac. C'est un Pauillac très classique. Hein. Ça, c'est globalement tous les millésimes que j'ai bu. Euh, donc, on a un joli. Alors, on est à 8 ou 10 heures d'ouverture. Hein. L'ouverture, tout de suite, il est encore marqué hein, de son élevage boisé. Au bout de 8 à 10 heures, beaucoup moins, voire quasiment plus du tout. On a un joli nez de cassis avec ensuite les notes très classiques de poivron rouge grillé hein, qui arrivent. Puis ensuite une pointe un peu plus austère d'encre, de graphite, mais qui apporte un peu de profondeur. Et puis un fond qui est plus cacaoté que fumé. Alors est-ce que c'est un petit reste d'élevage? C'est possible parce qu'en bouche on l'a aussi par moment. Petit retour un peu mocha cacao qui est à mon avis plus une trace d'élevage qu'autre chose. Ensuite en bouche. Bon, en bouche, bon, c'est très joli pour les amateurs de Bordeaux classique. Voilà, c'est robuste, hein, voilà, grosse structure, belle matière. Elle est ronde, elle est presque soyeuse. Elle poudre un tout petit peu sur la finale. Par contre, elle est bien carrée. Hein, on est sur un vin qui a des épaules, c'est un Pauillac, voilà, il est posé. La finale est puissante d'ailleurs. Et puis on est aromatiquement donc sur le cassis. Ensuite, on a ces notes de poivron rouge grillé, d'encre, de graphite, sur ce fond un peu fumé cacao, mais un peu en retrait, hein, c'est très cassis, et puis ensuite le côté poivron rouge et le côté encre, graphite. Voilà, c'est assez carré, persistance très agréable, enfin honnête on va dire en durée, et puis très agréable, mais allez, c'est pas austère, enfin c'est pas foufou non plus quoi. Voilà, très classique, un vin droit, mais qui ira très bien sur les plats, voilà, sur les viandes, sur les plats en sauce, ce qui sera le cas de nous ce soir. Et donc du coup, d'ailleurs pour ça que je l'ai ouvert. Bon bah voilà, je vous ai fait la petite compte rendu de la semaine et bon bah on va rester à la maison cette semaine parce que nous on est passé en full télétravail du coup. Du coup, je vais pouvoir mettre mon t-shirt voilà, corporate toute la semaine, parce que finalement, je ne sais plus si je suis au travail ou si je suis à la maison. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite plein de courage pour passer à nouveau ce confinement. Buvez, mais buvez pas trop non plus quand même. Hein. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!